Alors, pourquoi ce sujet? Parce que, honnêtement, pour enseigner, alors j'enseigne à l'heure actuelle l'analyse économique du droit et, enfin c'est mes gros cours, quoi, j'enseigne plein de choses, mais l'une c'est l'analyse économique du droit et l'autre c'est économie publique, à des étudiants économistes et ou juristes. Voilà. Et cette question de la concurrence institutionnelle, en fait, est vraiment essentielle. Parce que finalement, dans les deux cours, le dernier cours, la conclusion, c'est ça. La chose la plus importante, on n'a pas forcément les solutions, mais on sait une chose, c'est qu'il faut essayer de préserver et de protéger cette concurrence institutionnelle. Il faut avoir les juridictions en concurrence, il faut avoir au sein d'un pays de la décentralisation cohérente, du fédéralisme et entre pays, évidemment, bien une saine concurrence. Il faut avoir une concurrence dans les droits. Voilà, donc c'est vraiment une thématique qui est, je crois, extrêmement importante. Alors, je vais regrouper un certain nombre d'arguments. J'espère que ce ne sera pas trop confus. Alors, il y a deux parties, globalement, dans ce que je voudrais faire puisqu'après on discutera, pour ensuite discuter. La première, c'est où je discute de concurrence institutionnelle en général, et la seconde, une partie dans laquelle je reviendrai sur la question de la concurrence fiscale plus précisément. Voilà, alors je commencerai par 10 bonnes raisons de considérer la concurrence institutionnelle comme vitale. Alors en fait, je crois qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 8, il n'y en a que 8, mais je suis sûr que si je me creuse un peu la tête, je pourrais arriver à 10 aisément. Mais je trouvais que 10 bonnes raisons, ça sonne mieux que 8 bonnes raisons. Voilà, donc je vous propose. TVA, ça fait 10. Voilà. Voilà, alors. Parmi les bonnes raisons, alors je vais aller assez vite, je vous présente des arguments, une fois encore après on en discute. Pourquoi la concurrence est intéressante? Parce qu'on a des préférences hétérogènes, j'allais dire en tant qu'individu et en tant que groupe d'individus. Donc, ma foi, ce qui conviendra, les règles du jeu qui conviendront à un Danois ne sont peut-être pas les mêmes que celles qui conviendront à un Maltais ou un Portugais ou à un Polonais ou à un Lituanien. Ça, c'est dû à l'histoire, c'est dû à la culture, donc voilà, ça c'est un point de départ. Et donc là, je parle de groupes d'individus. C'est évidemment vrai aussi au niveau des individus eux-mêmes. On n'a pas tous les mêmes préférences. On aime tous, par exemple, la sécurité. On aime tous... globalement, on a un certain nombre de choses qu'on aime tous, mais on ne les classe pas dans le même ordre nécessairement. On n'a pas les mêmes priorités, etc. Donc ça, c'est évidemment un point important. Alors, c'est simple, mais ça veut dire que déjà, évidemment, si on n'a pas de concurrence, si on impose les mêmes règles du jeu à un public hétérogène, forcément, il va y avoir des mécontents, forcément, il va y avoir des entorses aux droits de l'individu. Donc ça, c'est une évidence, ces arguments ne sont pas... Alors, on le sait d'ailleurs, il y a quand on fait un cours d'économie publique, par exemple, on démarre en économie publique, on est censé voir quelles devraient être les missions de l'État, n'est-ce pas? C'est ça, qu'est-ce qu'on devrait confier à l'État? Et donc, évidemment, la question qui arrive en premier, si on passe dans le normatif, enfin, il faudra après ensuite étudier, on fait ça aussi dans un bon cours d'économie publique, analyser comment fonctionne l'État, de l'analyse positive du fonctionnement de l'État. Mais si on passe du côté du normatif, que doit faire l'État, quelles sont les missions à le confier, il y avait évidemment la question du critère. Et ce qui vient à l'esprit, et c'est d'ailleurs ce qui est dans la bouche de tous nos élus et candidats, c'est la recherche de l'intérêt général, la recherche de l'utilité publique, etc., etc. Donc, dans un cours sérieux, on commence par essayer d'appréhender ce concept d'intérêt général. Et en fait, les étudiants sont très déçus parce qu'on est obligé de leur dire tous les échecs
rencontrés. En économie, il y a tout un champ qui s'appelle l'analyse des choix sociaux, des décisions collectives, etc. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas de moyen d'agréger des préférences hétérogènes, justement. Alors, ça s'appelle le théorème d'impossibilité d'Arrow, les paradoxes de Condorcet, enfin, peu importe. Il y a toute une littérature qui montre, et ça, évidemment, c'est à prendre en compte. C'est simple, mais si vous n'avez pas la concurrence, donc si vous voulez avoir un seul système, il va falloir trouver le bon système, et le bon système, quand les préférences sont hétérogènes, c'est impossible. C'est impossible à déterminer. Alors d'autant que, et ces arguments sont tous liés, hein, j'en suis conscient, d'autant que les choix que l'on doit faire, lorsqu'on doit choisir des règles fiscales, des règles d'interaction, des règles de vie ensemble, quand on doit choisir des politiques aussi, des politiques publiques, etc., ces choix sont extrêmement complexes. L'analyse économique, trop souvent, a ramené ces choix à un problème un peu unidimensionnel, parce que c'est facile. Donc on va essayer de maximiser une fonction quelconque, qu'elle s'appelle fonction de bien-être social ou fonction d'utilité pour l'individu. Donc on ramène tout à une dimension. Et on suppose qu'on est capable. Alors évidemment, d'un point de vue mathématique, et les économistes aiment bien le langage mathématique, c'est pratique, on a une fonction, on maximise, mais en fait la réalité des choix est bien différente, de tous les choix, y compris les choix de l'individu, et évidemment les choix d'une politique publique ou d'une règle qui va s'appliquer à tous. Alors j'ai peut-être eu l'occasion déjà de vous présenter ce tableau que je présente en général aux étudiants. Alors là, il est dans une version anglaise, je ne sais pas pourquoi. Mais par exemple, si vous devez choisir une politique publique ou une politique fiscale, d'accord, il va y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Alors là j'en ai mis quelques-uns. Donc ici, vous voyez les dimensions à considérer lorsque vous choisissez une politique, d'accord. Par exemple, et ça c'est très important, un paramètre, c'est combien de temps il va falloir pour mettre en place cette solution, cette politique. Songez par exemple à un problème environnemental, d'accord. Donc on cherche des solutions. Combien de temps ça va prendre. Mais autre chose importante, et j'y reviendrai, c'est quelle utilisation cette politique va faire de la connaissance scientifique dont on dispose. Quelle solution cette politique va faire, ou cette règle, de la connaissance locale que l'on a. Autre paramètre à prendre en compte, quel sera le coût pour essayer d'arriver à une décision. Si c'est une décision publique, il va falloir négocier, il va y avoir du lobbying, il va y avoir, etc. Quel est le coût de la mise en œuvre. Ensuite, la décision, est-ce qu'elle sera facile à contrôler? Est-ce qu'on peut avoir un retour sur les effets de cette politique? Quelle est la qualité des retours? Est-ce qu'il y aura la possibilité de rectifier, de corriger la politique si jamais on s'aperçoit qu'elle n'a pas produit les effets escomptés. Voilà. Donc, évidemment, ma liste là n'est pas exhaustive. Elle n'a pas prétention d'être exhaustive. Elle a juste la prétention, elle a juste pour but d'attirer l'attention sur le fait que toute prise de décision est extrêmement plus compliquée que ce que l'on pense. Je dis toujours aux étudiants, pas la décision toute simple, savoir est-ce que je prends la moto pour aller travailler aujourd'hui. C'est compliqué ces décisions. Il y a l'aspect fun, c'est sympa, c'est la liberté. Il y a l'aspect risque, il y a l'aspect rapidité, il y a l'aspect me garer, il y a l'aspect est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Bon. Et on les prend ces décisions, on les prend, mine de rien, on fait comme ça beaucoup de choix assez compliqués quand on y réfléchit. Mais c'est compliqué pour nous. En fait, si on va choisir des politiques, on va devoir faire ces mêmes choix, mais qui vont s'imposer à tous les autres. Donc c'est comme si on doit décider si tous les autres vont aller aujourd'hui à moto ou pas au travail. Vous voyez, c'est pas pareil que déjà décider pour soi, c'est compliqué. Si je dois décider pour tout le monde, vous voyez un peu le... Voilà. Alors là, sur ce tableau, ce que je compare, c'est justement
les deux grandes approches, hein, quand on fait, voilà, quand on s'intéresse aux règles, aux réglementations, aux droits. La première approche, c'est évidemment une approche, on va choisir en partant d'en haut, une approche top-down, hein, c'est-à-dire voilà, on va faire une nouvelle réglementation sur l'environnement, on va faire, on va mettre des taxes, des subventions, etc. Donc ça c'est. Et puis l'autre approche, c'est une approche bottom-up, c'est-à-dire que s'il y a un problème, eh bien, il y a des incitations pour les individus, pour les entreprises, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes, etc. Voilà, et donc évidemment, si on regarde les deux approches, celle-là, si vous voulez, c'est un peu celle de l'harmonisation, celle-là, c'est un peu celle de la concurrence, quoi. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. C'est pas blanc bonnet, bonnet blanc. Globalement, si on schématise, je pense qu'on peut dire que l'avantage des solutions qui viennent d'en haut, c'est qu'apparemment, elles sont plus rapides. Voilà. Mais par contre, elles font une utilisation assez mauvaise de la connaissance, alors que là, vous avez l'inverse. Enfin, vous avez l'inverse. Potentiellement, ça peut prendre du temps. En fait, on n'en sait rien. Hein, combien de temps ça va prendre à un système concurrentiel pour faire émerger une solution à un problème voilà, qui touche notre société. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Des fois, les solutions sont trouvées avant même que le problème devienne important, et je pense que c'est la plupart du temps, c'est le cas. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas la certitude. Par contre, peut-être qu'au niveau de l'utilisation des connaissances, le travail est beaucoup plus de bien meilleure qualité. Voilà, donc ça c'est le troisième point, hein, la complexité des choix, c'est ce que je voulais dire par complexité des choix, c'est pour ça que j'ai ajouté ce petit tableau, c'est ce que j'entends. Voilà, donc si vous rejetez la concurrence, mais vous allez pour une solution un peu top-down, et voilà. Alors, quatrième raison, je dis je ne vais pas arriver à 10, là encore probablement je vous avais déjà soumis cette citation. Il y a l'idée qui est, je crois, importante, que l'être humain a des degrés de rationalité très différents selon les contextes dans lesquels il évolue. Bon, comme assez souvent, hein, notre maître Hayek l'a dit d'une façon assez lumineuse. Et une fois encore, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je me souviens la première fois que j'ai lu cette citation, j'étais quelque peu choqué. Vous allez voir pourquoi. Donc, Hayek, je crois que c'est dans le droit, législation et liberté, le comportement rationnel n'est pas une prémisse de la théorie économique. Hein, bien qu'on présente souvent la chose ainsi. Donc, quand j'ai lu ça, c'était un peu un choc, parce que c'est le cours numéro 1 d'économie, le consommateur rationnel, le producteur rationnel, etc. Non, et Hayek continue. La thèse fondamentale de la théorie est au contraire que la concurrence est ce qui oblige les gens à agir rationnellement pour pouvoir subsister. Donc c'est la concurrence qui nous pousse à choisir des solutions raisonnables. Donc la théorie économique se fonde non pas sur la supposition que la plupart des participants au marché, ou même tous, sont rationnels, mais au contraire sur l'idée que ce sera généralement à travers la concurrence qu'un petit nombre d'individus, relativement plus rationnels, mettront les autres dans la nécessité de devenir leurs émules en vue de prévaloir. Appliquez ça aux États, par exemple. La plupart des hommes politiques ne sont pas sérieux, ne sont pas raisonnables, ils racontent n'importe quoi à la télé, ils font des promesses complètement déraisonnables. La seule chose qui peut les pousser à quelque chose d'un peu raisonnable, c'est s'il y a quelque part un État souverain concurrent qui, lui, prend des positions plus raisonnables et qui va le forcer, sauf si, on va y revenir un peu plus tard, sauf s'il arrive à lui tordre le poignet, mais qui va le forcer à adopter, parce que peut-être déjà les citoyens vont dire, écoutez, quand même à côté, là, vous voyez notre PIB par habitant, là, maintenant les Italiens ils sont devant nous, bon, il faudrait peut-être que ça s'arrête, quoi, hein, il faudrait peut-être qu'on... Hein, voilà. Et la fin de la citation d'Hayek, dans une société où un comportement rationnel confère à l'individu un avantage, donc c'est ça qu'il faut, c'est qu'on soit dans une société ou dans un contexte international où le comportement raisonnable vous fournisse un avantage.
Donc dans ces sociétés-là, des méthodes rationnelles seront progressivement élaborées et se répandront par imitation. D'accord ? Sinon, à quoi bon être plus rationnel que le reste si l'on ne vous laisse pas tirer un bénéfice de l'être ? Pourquoi est-ce que je ferai des efforts ? Pourquoi est-ce que j'essaierai de prendre des décisions raisonnables si je n'en tire aucun avantage ? Voilà. Donc ça c'est important. L'être humain est capable de raison, mais il le fait que dans certains contextes et souvent un peu s'il y est obligé, s'il y est contraint. Et qu'est-ce qui va le contraindre ? C'est entre autres la présence de la concurrence. Bon, la concurrence responsabilise, c'est un petit peu ce que dit Hayek, mais je crois que c'est une idée importante. Attendez, je vois qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, la concurrence, l'une des raisons pour être en faveur de la concurrence, c'est aussi que nous sommes dans un monde ouvert. Vous savez, ça c'est l'expression qu'aiment bien les libéraux. Contrairement à nos collègues ingénieurs qui voient souvent le problème comme un problème fermé où on essaie d'optimiser, nous on part du principe que le monde est ouvert, que le progrès c'est avant tout une question d'élargissement des connaissances. Voilà, c'est ça le contexte de l'épanouissement de l'être humain. Donc nous sommes dans ce monde ouvert, ce qui veut dire que par définition on est ignorant, même si évidemment notre connaissance augmente très rapidement. Et donc il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses à découvrir. Et la concurrence, c'est le grand argument, là encore, entre autres de Hayek. Il appelle ça une procédure de découverte. Si vous réfléchissez au marché concurrentiel, c'est quoi ? Procédure de découverte, découvrir quoi ? De nouvelles façons de satisfaire des besoins de façon profitable, quoi. Voilà, Donc la concurrence, c'est une procédure de découverte. Vous savez que c'est la grosse fracture entre la vision de la concurrence des libéraux et celle de nos collègues néoclassiques, un peu planificateurs. Ils voient le monde comme fermé. La concurrence, c'est juste et essayer d'aller vers un maximum dans cet univers fermé. Voilà. J'attire votre attention sur un très bon article qui est paru dans The Economist cette semaine de Milley et je crois que c'est son ministre des réformes ou quelque chose comme ça qui s'appelle Federico Sturzenegger. Et si vous lisez l'article, vous verrez qu'ils insistent sur le fait de réintroduire de la concurrence, y compris dans les missions de l'État. Alors comment ils font ça ? Ils disent, par exemple, ils l'ont fait dans certains secteurs, je crois qu'entre autres dans le secteur financier. Donc ils ont gardé un secteur régulé, mais ils ont autorisé des établissements à se développer en dehors de la contrainte, sachant qu'évidemment le consommateur et le client doivent être clairement informés. Cette banque suit la régulation, celle-ci un petit peu comme le tarif régulé de l'électricité, puis le tarif libre. Et dit, nous on l'a fait, et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu se développer le secteur non régulé de façon extraordinaire, mais on a aussi vu le secteur régulé améliorer et baisser ses coûts de façon très, très, très sensible. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que, voilà, donc, et chercher à s'améliorer, etc. C'est la concurrence qui vous pousse à trouver d'autres systèmes. Alors évidemment, la concurrence, j'y reviendrai, c'est quelque part le maître mot. Ça permet d'éviter la spoliation. Là encore, il y a une grille de lecture qu'on utilise souvent, vous l'avez entendu, on vit dans des sociétés, on vit dans des pays, on vit sous un ensemble de règles, et lorsqu'on n'est pas d'accord, comme le disait Hirschman, vous avez la possibilité de faire entendre votre voix, le voice, alors à travers votre vote, à travers, je sais pas moi, vos écrits, vos tribunes, dans les journaux, dans la presse, ou alors vous avez la possibilité de partir, de voter avec vos pieds, comme disait Thibault, ce qu'on appelle l'exit. Et il est clair que la concurrence, donne à des possibilités d'exit plus importantes. Alors, j'aime bien, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré,
j'aime bien reprendre un graphique qu'avait fait notre collègue Carlo Lottieri, qui est professeur de philosophie du droit en Italie et en Suisse, pour expliquer aux étudiants un petit peu comment fonctionne cette concurrence institutionnelle. Et alors, j'appelle ça le théorème de Carlo, mais évidemment, ça n'a rien d'un théorème, c'est pas une démonstration. Mais alors, il est allé sur le paperboard, et puis il avait tracé un grand rectangle, il dit, voilà, supposez qu'il y a juste que 2 juridictions en concurrence. Hein, voilà. Donc il y a les institutions à l'est et à l'ouest. Il dit, ben, si vous n'êtes pas d'accord, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire votre sac, mais d'abord, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il n'y a qu'une seule branche de l'alternative. Et puis, le coût de l'exit est quand même assez élevé. Hein, c'est quand même assez élevé. Je ne sais pas si, par exemple, vous harmonisez toutes les institutions dans l'Union européenne, ben, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique. Voilà. Il dit maintenant, imaginez que vous avez un grand nombre de juridictions en concurrence, soit parce que vous avez décidé de ne pas harmoniser, par exemple, la fiscalité en Europe, vous avez décidé peut-être ne pas harmoniser le droit des contrats, donc vous avez quand même plusieurs juridictions qui vont avoir des règles différentes. Hein, et si vous n'êtes pas satisfait avec ce que votre juridiction a à vous offrir, bien déjà, première chose, vous avez quand même beaucoup plus d'alternatives qui s'offrent à vous. Hein, et évidemment, le coût de l'exit, hein, le coût de l'exit est beaucoup plus faible. Hein, voilà. Donc, l'idée aussi que la petite taille, c'est probablement pour cette raison-là quelque chose d'important. Les empires est probablement quelque chose qu'on veut essayer d'éviter. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est, comme par hasard, plaquer sur ce graphique eh bien, la carte d'un des pays les plus riches au monde, qui justement a cette grande concurrence, hein, entre les cantons. Et ce n'est pas un hasard. Hein, c'est pas un hasard si le PIB par habitant en Suisse est bien devant les autres. De façon plus générale, ce qui a fait probablement le succès de l'Europe de l'Ouest au cours des 5 ou 6 derniers siècles, c'est ça. C'est le fait qu'elles étaient divisées. Imaginez que là, vous ayez eu une grande tache de la couleur que vous choisissez, hein, l'Empire d'Occident. Je ne suis pas sûr que le développement économique et social en Europe ait suivi la même dynamique. Là, on avait des États qui passaient leur temps à se quereller, à essayer de faire mieux que l'autre, et vas-y, l'espagnol, et l'anglais, et le français, et l'allemand, et ça stimulait le petit Hollandais qui venait vous dire moi je fais tout mieux que vous, et alors pourquoi le Hollandais il vit comme ça si bien, pourquoi l'Espagnol avec tout cet or il est pauvre. C'était un laboratoire, hein, et c'est probablement ça qui a permis, je pense, aux institutions en Europe d'évoluer vite et bien, plus que d'autres endroits où il n'y avait pas cette concurrence. Alors, François le sait probablement mieux que moi parce qu'il lit 4 ouvrages par jour, mais je crois qu'entre autres, notre prix Nobel de cette année, ça faisait partie de ses travaux, Mokir. Il a volé cette idée. Hein, il a volé cette idée sans la... Oui, voilà. Bon, il a... sans la rapporter aux autres. Ah, voilà. Voilà, alors, bon... Dernière idée, enfin dernière raison, et donc vous voyez j'en suis à 8, mais bon il faut que je travaille encore pour arriver à 10. Dernière raison d'être en faveur et de se battre pour la concurrence, c'est parce que notre compréhension du droit, en tout cas celle que les libéraux défendent, c'est que le droit fait partie de la catégorie des ordres spontanés, comme le marché, comme la monnaie, comme le langage. Et on dit toujours ces choses fondamentales dans nos sociétés ne sont pas des ordres créés, ça ne vient pas d'en haut, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé demain un jour et qui a dit donnons des règles à notre pays ou arrêtons de parler avec des barbarismes, utilisons un langage articulé. Non, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé, qui a dit ça serait mieux si on utilisait la monnaie. Voilà, donc toutes ces grandes choses qui sont absolument essentielles au développement de nos sociétés
sont des ordres spontanés. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, l'idée d'harmonisation, c'est une idée qui est contraire à l'idée d'ordre spontané. Voilà. Donc ça, c'est un peu décousu, mais c'est une série d'arguments en faveur de la concurrence, difficulté des choix, hétérogénéité des personnes. Le one size fits all, ça ne peut pas le faire. Hein. Besoin de découvrir de nouvelles solutions, besoin de laboratoires. Hein. Là encore, donc, si vous imposez quelque chose d'en haut, eh bien, vous allez avoir des solutions qui seront peut-être rapides, mais pauvres. Voilà, alors, quelques mots à présent sur la question fiscale. Alors, je vous invite tout de suite, d'abord, pour commencer, ça tombe bien, il est là, donc je peux lui rendre hommage. Donc ça, c'est dans le dernier numéro, j'en parlais tout à l'heure, qui n'est pas encore imprimé, mais qui est en ligne. Vous trouverez l'article de François, Concurrence fiscale, au service du bien commun et du moins-disant, point d'interrogation. C'est une intervention qu'il a donnée à notre université d'été à Aix l'été dernier. Voilà, et que nous avons mis le 24 décembre sur le... donc, il y a des arguments, même des graphiques que je vais reprendre du papier de François, et il y a plein de choses, en particulier sur la moralité de la concurrence, voilà, dont je ne parlerai pas, mais l'article de François aborde ces questions-là. Voilà, alors, cette question de la concurrence institutionnelle, et en particulier fiscale, mais c'est que l'un des aspects. Par exemple, je mentionnais brièvement la question du droit des contrats. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'on devrait avoir un droit des contrats européen, est-ce qu'on devrait avoir un droit des procédures collectives européen, est-ce que... Donc cette question, évidemment, elle se pose avec beaucoup plus de force depuis qu'il y a eu une certaine ouverture des marchés, et en particulier depuis les années 80, où on va avoir une ouverture du marché des capitaux. Et donc maintenant, l'argent peut circuler beaucoup plus facilement que ce n'était le cas dans la première moitié du XXe. Voilà, alors on a eu des réactions diverses. Alors évidemment, vous connaissez, c'est un grand classique. Quand le capital, le travail a commencé à circuler, les biens aussi, les services, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut harmoniser? Est-ce que, par exemple, je me souviens, l'Union européenne, je crois, a travaillé 17 ans pour essayer de se mettre d'accord, tous les pays de l'Union, sur les préconditions pour avoir le statut d'architecte en Europe. Donc 17 années pour essayer d'harmoniser les réglementations sur la profession d'architecte. Voilà. Alors, sur les biens et produits, il y a ce fameux arrêt Cassis de Dijon, la Cour de justice européenne, qui a établi le principe de reconnaissance mutuelle des normes. Ça, c'était une victoire incroyable pour la liberté. Donc si c'est bon pour le français, c'est bon pour l'allemand. Et évidemment, ça faisait sauter, puisqu'on venait de faire sauter les barrières douanières, on était dans une union douanière, mais ça faisait sauter les potentielles barrières réglementaires. Ah oui, nous, on n'a pas la même définition du cassis de Dijon, ou de la bière, ou de l'alcool, ou du vin que toi, donc on ne veut pas ton produit. Voilà, donc il y a eu après l'acte unique, les 4 libertés, et on a travaillé à essayer de faire en sorte qu'il y ait ce marché plus large, au moins pendant quelques temps. Au moins pendant quelques temps. Et d'ailleurs, ça s'est vu, alors là, des graphiques juste... mais évidemment, parallèlement, parce que c'était pas juste l'Union douanière européenne, mais de façon générale, vous le savez, dans le monde, les droits de douane ont baissé dans les années 30, ils étaient dans les 20, puis voilà, à partir des années 70, ça continue à baisser, et ça, au fait, ça c'est Trump, ça. Mais voilà, on a eu une baisse régulière des droits de douane, ça c'est... l'Organisation mondiale, et c'est les tarifs, voyez, même ça a continué entre 1996 et 2001,
Donc, les tarifs effectifs, c'est la droite rouge. Bon, très clairement, on voit qu'il y a une pente. Hein, donc, les tarifs baissent. Les États sont de plus en plus en concurrence. On peut multiplier. Hein, ça, c'est le commerce international en pourcentage du PIB. Ce qu'ils font, c'est qu'ils additionnent le volume des importations, enfin la valeur des importations, la valeur des exportations, et ils font le rapport au PIB. Bon, vous voyez, là, c'est 70. Bon, ben, il n'y a pas photo. Hein, il y a la part, hein, l'intégration des économies, la concurrence est plus vive, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors ça, c'est des sources que vous trouverez chez François. Ça, c'est les flots d'investissement transfrontaliers, hein, Foreign Direct Investment. Là aussi, bon, là, on est dans les années 70, vous voyez, c'était assez aux alentours des 0,5 du PIB, puis ça va monter. Ça reste aujourd'hui un peu plus fort, même si il y a eu quand même une baisse à partir des années 2000. Voilà, donc il y a de plus en plus d'entreprises, peut-être pas autant, et alors pour des raisons qui sont assez connues, hein, en fait, il y a des avantages à investir aussi à la maison. Il y a des avantages d'essayer d'investir là où on anticipe des rendements élevés, mais il y a aussi plein de bonnes raisons d'investir à la maison parce qu'on connaît la culture, on connaît les besoins, on connaît la demande, etc. Hein, donc c'est pour ça que le capital... Voilà. Donc effectivement, il y a depuis les années 80, il y a eu de facto une concurrence institutionnelle beaucoup plus forte. Hein, beaucoup plus forte. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui, moi ce que j'appelle, si vous regardez les États modernes, c'est des géants au pied d'argile. Hein. Ils ont des pouvoirs dont ne rêvaient même pas nos rois. Ils réglementent chacune des petites actions de notre vie, hein, depuis notre lever jusqu'à notre coucher, jusqu'à même après notre mort. Mais en même temps, ils ont des pieds d'argile, parce que si je ne suis pas content, c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de partir. Hein, de dire « Ciao baby, c'était sympa mon petit séjour en France, maintenant je vais aller ailleurs. Hein, » Donc ça, c'est assez intéressant. Alors au niveau fiscalité, ben, ça s'est traduit par une baisse des taux, surtout sur les revenus des sociétés, une baisse des taux aussi, vous allez voir, sur le revenu des personnes, enfin, bénéfices des sociétés. Là, par exemple, ça c'est donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Vous voyez, 1980, on tournait aux alentours des 45%. Et puis maintenant, ben, on est plutôt vers les 20%. Hein, donc, voilà, parce qu'effectivement... quand le capital peut circuler, si moi je taxe à 40 et le voisin à 20, c'est assez facile. Voilà. Alors, on peut le voir sur d'autres. Alors ça, c'est essentiellement pour les États-Unis, où, au passage, il y a une certaine concurrence fiscale, parce que la part de la fiscalité fédérale est quand même... J'ai essayé de trouver la proportion, je n'ai pas pu la trouver rapidement. Ça serait intéressant de regarder. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, vous avez à la fois les impôts fédéraux et les impôts locaux. Mais là, vous voyez, même chose, hein, on atteint des pics. Hein, donc ça, c'est l'impôt sur les revenus des personnes. Ça, c'est l'impôt sur les bénéfices. Et ça, c'est l'impôt sur les gains en capitaux. Donc, vous voyez, les revenus des personnes, c'est quand même monté, voilà, à des taux extrêmement élevés. Et tous ces taux ont eu tendance à baisser, y compris après les années 70, hein, pour revenir dans des zones qui sont nos zones actuelles. Et on a quelqu'un qui est là. Voilà, donc on a de facto une concurrence plus importante et l'un des effets qui est assez facile à voir, c'est la baisse de certains taux d'imposition, en particulier sur les revenus. Alors évidemment, ça a créé des tensions. Hein, cette ouverture très forte. Pour schématiser, tout le monde veut de meilleurs rapports qualité-prix, etc. Et de meilleurs services, une plus grande sécurité, un meilleur environnement, de meilleures conditions du travail, une meilleure éducation.
Et on avait mis en place, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de politiques plutôt top-down, hein, qui étaient là pour essayer de répondre à ce besoin. Hein. Les gens ont besoin de sécurité, d'éducation, de logement, etc. Donc on y était allé assez gaiement, surtout dans des pays comme la France. Sécurité alimentaire, vous pouvez... Voilà, mais sans trop mesurer le coût. Et en fait, cette concurrence fiscale, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous ouvrir un peu les yeux sur le coût de toutes ces politiques, hein, de toutes ces politiques qu'on a mis en place, de toutes ces solutions un peu imposées au sein des États par les gouvernements. Alors, du coup, qu'est-ce que vont faire nos États? Il y a plusieurs... mais globalement, il va y avoir un certain nombre d'États qui va essayer de freiner, hein, cette concurrence, entre autres en imposant de l'harmonisation ou en retournant à des formes nouvelles, modernes de protectionnisme, hein, qui reviennent en fait à dire qu'on ne veut pas jouer ce jeu de la concurrence. Alors, on a vu plein de choses apparaître. Par exemple, on a vu dans les années 80-90, au départ c'est l'OCDE, maintenant c'est l'Union européenne, qui établissent des listes noires, hein, des pays. Je ne vous ai pas remis la diapositive du fameux rapport, comment il s'appelait, Pomorolo, de 1989, la concurrence dommageable, hein, le fameux rapport de l'OCDE, qui était clair, hein. Harmful Tax Competition, hein, OCDE 1989. Voilà, il faut. Et donc l'OCDE va dresser une liste des mauvais élèves, hein, des moutons noirs. Alors à présent, c'est l'Union européenne. Alors j'ai trouvé ça, là, le 10 octobre, ils ont mis à jour la liste. Alors sur la liste, pour info, il y a 11 pays. En Guyane, la Fédération de Russie, les Fidji, Guam, les îles Vierges américaines, les Palaos, le Panama, le Samoa, les Samoa américains, Trinité et Tobago et le Vanuatu. Donc il n'y a plus de pays majeurs, mais enfin, c'est quand même, voilà, c'est la liste noire actuelle. Alors le Vietnam, ils ont été récompensés. Groenland, Jordanie, Maroc, ils sont ajoutés en annexe 2, ils ont été sortis parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts. Et le Monténégro, il faut voir. Alors, en fouillant un peu, évidemment, Oxfam n'est pas du tout content. Voilà, donc ça c'est tiré du site Oxfam. Pour Oxfam, la liste actuelle, celle que je viens de vous montrer, témoigne du manque de courage politique de l'Union européenne, car cette liste continue à donner carte blanche aux principaux paradis fiscaux de la planète, comme les Bahamas, les Bermudes, les îles Vierges, mais aussi aux paradis fiscaux européens, les Pays-Bas, Malte, le Luxembourg, l'Irlande et Chypre. Voilà, donc... mais voilà, nouveau, ce qui est intéressant, c'est le vocabulaire, quoi, hein, les paradis fiscaux, la liste noire, la liste grise. Voilà, on est parti en guerre contre ceux qui ne jouent pas le jeu de la concurrence loyale, hein, sans jamais trop préciser qu'est-ce que c'est qu'une concurrence loyale. Au passage, le fait d'être sur la liste n'entraîne rien, il n'y a pas de sanction directe. Hein. Ça peut être utilisé après dans une négociation, etc. C'est plus pour mettre la pression, mais il n'y a pas de règles, de sanctions systématiques. Voilà, puis donc l'OCDE, l'Union européenne, les États-Unis aussi. Hein. Alors les États-Unis ne sont pas toujours d'accord avec ce que fait l'OCDE, en particulier sur les fameux deux piliers, mais ils ont aussi leur conception très particulière de la concurrence fiscale. Voilà, alors là, je vous ai mis un petit... ça devient compliqué. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de mémoires d'étudiants qui travaillent là-dessus, des mémoires de master, parce qu'on a de quoi faire, puisque ça produit chaque année une directive. Hein. Chaque année, il y a quelque chose qui sort. Hein. Donc, alors, voilà. Alors, par exemple, avec des choses qui deviennent... Quand vous travaillez là-dessus, par exemple, les BEPS, alors BEPS, c'est les Base Erosion and Profit Shifting. Hein. Alors maintenant, l'OCDE a lancé le BEPS 2.0, n'est-ce pas, avec les deux fameux piliers, hein, Pillar 1, Pillar 2, qui sont censés donc permettre une concurrence fiscale qui serait
qui serait juste, qui serait loyal, etc. Alors le premier pilier, c'est l'idée de partager les recettes fiscales en fonction des pays où les ventes sont effectuées. Donc pour éviter que vous envoyiez toutes les recettes fiscales aux Bahamas où il y a vos droits d'auteur, votre filiale. Donc l'idée, c'est vous donner tous les rapports financiers de toutes vos filiales et après on fait en sorte qu'elles soient redistribuées en quelque sorte. Ben, si les ventes ont été réalisées en France ou en Allemagne, c'est normal qu'il y ait aussi des... Voilà. Le deuxième pilier, c'est le fameux pilier des 15% minimum. Hein, toute grande entreprise d'un chiffre d'affaires supérieur à 700 millions d'euros devrait payer au moins 15%. Voilà, quelque part, mais il faut qu'ils payent ces 15%. Évidemment, extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Hein. Je vous passe les détails, il n'y a pas d'expert comptable ici, mais je pense qu'il y avait des experts comptables. Voilà, donc ça c'est l'OCDE. Nous, très rapidement, en Europe, on a eu une directive sur la TVA, ça vous le savez, c'est déjà assez vieux, 1993, avec un TVA minimum. Et puis, ben, on continue. Alors, pour vous tenir un peu au courant, il y a une directive sur la Minimum Corporate Taxation, celle-là, elle est assez récente, 2022. Et donc ça correspond un peu, c'est la mise en œuvre. Évidemment, l'OCDE n'a pas de pouvoir, c'est l'OCDE, même s'il y a 140 pays qui ont signé l'accord. Bon, tant que c'est pas passé dans le droit, c'est une signature qui vaut pas grand-chose. Déjà que avec Trump, on apprend qu'il y a des signatures qui de toute façon valent pas grand-chose. Mais hein, voilà. Donc il y a donc, alors on attend, hein, les premières recettes sont attendues en 2026. On va voir si cette mise en œuvre européenne, en quelque sorte, de ce pilier 2. Puis alors vous avez, toujours pour continuer dans le langage ésotérique, vous avez BEFIT, alors ça c'est le Business in Europe Framework for Income Taxation, BEFIT. Hein, ils sont très forts pour trouver des acronymes. Alors là, je vous ai mis, parce que faut être précis. Dans le projet de directive BEFIT, publié le 12 septembre 2023, donc on y est, hein, notre thématique a pour objectif d'instaurer un nouveau cadre pour la fiscalité des entreprises dans l'UE, avec un corpus réglementaire unique en matière d'impôt sur les sociétés, reposant sur une assiette commune et une méthode de répartition forfaitaire des résultats qui se subsisterait à la précédente proposition AXIS. Bon, je ne vous ai pas parlé d'AXIS, mais voilà. Donc là, l'idée, c'est... Alors, ce qu'ils disent, c'est assez intéressant, il faut aller sur leur... Et c'est un peu les arguments qu'ils avancent hein, pour leur harmonisation. Alors, l'un des arguments, par exemple, sur BEFIT, c'est ça va réduire les coûts de la fiscal compliance pour les entreprises. Ça sera beaucoup plus facile de faire sa déclaration d'impôt. Ça ne veut pas dire que ça va baisser les impôts. Parce que là, le problème, une fois que vous avez une base commune, c'est plus facile pour harmoniser les taux, n'est-ce pas hein, voilà. Donc, pour accompagner tous ces travaux de l'OCDE, vous avez toute une série, alors il faudrait du temps, et je vois que le temps passe vite, mais toute une série d'arguments théoriques qui sont tous contestables, qu'on a tous contestés ici ou là, à différents endroits. Alors l'un des plus connus, c'est la race to the bottom. Alors ça, c'est l'idée, vous savez, c'est que concurrence fiscale, donc il y a un pays qui va baisser ses impôts, donc nous on va être obligé de suivre. Comme on va être obligé de suivre, ben, on ne pourra plus globalement entretenir tout notre droit de l'environnement, notre droit du travail. Donc il va y avoir une détérioration des qualités de travail, des qualités de l'environnement. Voilà, donc c'est la course vers les bas-fonds, c'est le nivellement par le bas, etc. Voilà ce que va nous amener la concurrence. Bon. Un autre argument assez commun, les riches s'en sortent mieux. Ceux qui peuvent justement profiter de cette concurrence fiscale, hein, ça c'est les Zuckman et autres, voilà, parce que moi si je suis travailleur, que je n'ai pas de capital à investir, ma foi la concurrence fiscale, ça me passe au-dessus de la tête, et c'est même peut-être sur moi qu'on va taper plus fort. Donc ça c'est tous ces arguments d'ailleurs, ils ont a priori un petit peu de bon sens, donc si vous voulez, si ça passe sur France Inter, France Culture ou même BFM rapidement, c'est assez facile à accepter. Il y a aussi cet argument, vous avez quand même entendu, hein, selon lequel nous sommes redevables à l'État. Bon, c'est quand même pas cool de partir alors que tu as eu l'université gratuite, tu as eu l'école gratuite, etc. Puis regarde, maintenant tu t'en vas. Bon, c'est pas... Hein, donc... il
il y a cette chose que j'adore, hein, le level the playing field. Hein, la concurrence, c'est bien, mais il faut d'abord aplanir le terrain, parce que sinon la concurrence est déloyale, elle ne peut pas bien se dérouler. Hein. Alors à travers mais il y a des phrases comme ça assez miraculeuses. Alors par exemple, level the playing field, on peut comprendre, oui, c'est mieux de jouer le foot sur un terrain bien plat plutôt que sur un terrain tout bosselé, où finalement le gagnant, ça va être une affaire de hasard ou de je ne sais pas quoi. Donc, oui, mais eux, ils vont traduire, level the playing field, c'est tous les mêmes taux, tous la même loi, tous le même droit, parce que sinon, vous comprenez, si par exemple le droit social en Pologne, c'est pas le même que le droit social en France, on ne peut pas avoir un plombier polonais qui est en concurrence avec un plombier français. Donc, si vous voulez une concurrence, il faut qu'il y ait le même droit social en Pologne et en France. Donc, voilà. Alors, il y en a d'autres. Je vais pas je vais pas tous les énumérer, mais ce sont les principaux. Alors, donc, il est important d'adresser, de traiter ces critiques. Dans le papier de François, justement, vous verrez. Alors, c'est banal, mais il faut le répéter. Hein. Par exemple, on a une convergence des PIB par habitant. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est tiré par le bas. Au contraire, il y a de toute évidence des pays qui étaient pauvres qui accèdent à des niveaux de richesse qu'ils ne connaissaient pas. Ils donnent des références. Il y a moins de pauvres sur cette planète. Là aussi, vous aurez des références récentes. Le travail des enfants a diminué. François, dans une note de bas de page, donne 2 sources. Donc, c'est pas vrai que tout le travail va là où les gens vont coudre les ballons à la main. Bon, et voilà, c'est ces images un peu d'Épinal. Et même les investissements directs à l'étranger n'ont pas eu d'impact sur les conditions du travail des travailleurs dans les pays riches. Donc cette idée selon laquelle le flux des capitaux va faire que les pays riches vont devoir baisser leur niveau de... Voilà. Donc dans les faits, c'est pas avéré. Rien de tout ça n'est avéré. Alors évidemment, l'une des raisons... L'une des raisons, c'est que la baisse des taux ne veut pas dire la baisse des recettes fiscales. C'est évident, mais enfin, ça vaut la peine de le rappeler. Là encore, ça vient du papier de François. Donc là, vous avez le trait creux, c'est le taux d'imposition de l'impôt sur les revenus des sociétés, qui est maintenant aux alentours des 20, donc qui a quand même, voilà, qui a fortement baissé, qui était plus proche des 50 au début de cette période. Et ça, c'est les recettes de l'impôt sur le revenu en pourcentage du PIB. Hein. Et donc, on voit que ces recettes, elles se sont au moins maintenues. Hein. Il y a même une légère tendance à la hausse des recettes en pourcentage du PIB, parce que, évidemment, sinon, on pourrait dire, c'est pas étonnant avec l'inflation qu'on a eue depuis les années 80. Voilà. Important aussi, il faudrait y revenir, mais... la concurrence fiscale qu'est-ce qu'elle a comme effet? Globalement, comme je dis toujours, l'argent qui va vers ces paradis fiscaux, c'est pas pour être enterré sous le sable de la plage. Les gens, ce qui les intéresse, c'est du rendement sur leur investissement. Donc cet investissement, il retourne là où il y a des choses à faire, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Italie, voilà, ou dans des pays. Voilà. Et il y a plus d'argent qui y retourne. Pourquoi? Parce que les gens investissent en fonction du rendement de leur investissement après impôt. Si vous payez moins d'impôts, eh bien, je vais pousser plus loin mon investissement. Donc, la concurrence fiscale a baissé les taux et, ce faisant, a baissé le coût du capital dans le monde. Ce qui probablement explique qu'on ait eu une croissance assez forte depuis les années 80. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Si jamais cet argent avait été taxé dans le pays, il aurait été également investi. Donc, en fait, vous substituez beaucoup d'investissements privés à un peu moins d'investissements venant du public.
Bon, alors, ils n'investissent pas forcément dans les mêmes choses, mais en fait, l'équation, elle est là. Hein. Cet argent, il est quand même investi, il n'est pas perdu. Bon, évidemment, il n'est pas prélevé par la juridiction locale, donc il ne va pas partir dans les décisions publiques locales, il va partir dans des décisions privées. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais plus. La hausse conjointe des taux effectifs des mesures sur le capital et le travail. Oui, alors, ce qui s'est passé dans un pays comme la France, c'est que le fait que nous ayons relativement peu baissé le taux effectif d'imposition du capital, qui a peu bougé, mais par contre en France, comme vous le voyez, on a eu à la fois le taux d'imposition du capital et le taux d'imposition du travail qui a augmenté. C'est un point sur lequel François insiste beaucoup, à savoir la concurrence fiscale, elle vous laisse libre de continuer vos politiques, même si elles sont débiles. Et la France a saisi cette opportunité de continuer sur le même chemin. Après tout, vous êtes souverain, vous voulez continuer à payer le coût de vos politiques, vous pouvez le faire, la preuve, la France l'a fait. Alors évidemment, maintenant on paye un peu le coût, mais voilà, mais n'empêche qu'on a pu, et on ne s'est pas senti obligé. Alors j'arrive enfin au bout, et j'ai été un peu trop long, je m'en excuse. Donc la concurrence, une fois encore, il faut insister. En fait, si on n'aime pas la concurrence, c'est peut-être pour des raisons de... comment dire, peut-être le mot fait peur quelque part. Et moi je pense que les libéraux doivent beaucoup travailler un peu à cet aspect-là, les mots qu'ils utilisent, quelque part, quand vous dites que vous êtes en faveur de la concurrence, je sais pas, alors il y en a évidemment qui vont applaudir, parce que ceux qui sont d'accord avec vous, mais il y en a une partie qui vont dire, ces gens-là, non, nous on rêve de paix, de fleurs, de sécurité, voilà, la concurrence. En fait, le terme concurrence, dans pratiquement tous les cas, vous pouvez le rayer et remplacer par le terme liberté. En fait, politique concurrentielle, c'est une politique qui laisse la liberté aux gens. Voilà. Là, du coup, le message est plus positif. Et puis, il y a le côté guerrier, est un peu... Mais c'est ça. De façon intéressante, vous savez, prenez l'histoire du mot monopole. Le monopoly, en tout cas en langue anglaise, je n'ai pas vérifié en langue française, mais à l'époque la fin de l'Ancien Régime, etc., en Angleterre, 15e, 16e, 17e, 18e, il y avait un statute of monopoly, par exemple. Et c'était quoi un monopole, un monopoly? C'était un privilège accordé par le roi. C'était ça, le monopoly. Donc, et donc, par définition, si vous lisez les textes de l'époque, les Edward Cook, etc., ils expliquent que le monopole réduit la liberté. Puisque si le roi donne le privilège à tel armateur pour faire ceci, ça veut dire que les autres n'ont plus la liberté de faire cette chose-là. Donc à l'époque, ils utilisaient le terme monopole pour parler d'un privilège, et donc ce qu'il fallait, c'est rétablir la liberté. Rétablir la liberté. Si vous lisez Adam Smith, dans son ouvrage, il critique les monopoles, mais dans le sens de l'époque. Pas les monopoles, comme on pourrait en parler aujourd'hui, Google a un quasi-monopole dessus, et il critiquait en fait les privilèges. Donc je crois que c'est se battre pour la concurrence, c'est se battre pour la liberté. Alors, d'un point de vue économique, je crois que se battre pour la liberté, la concurrence, c'est quelque chose qui est assez naturel si votre connaissance vous a appris à être humble. C'est-à-dire si vous avez compris qu'on est dans un monde ouvert, que les choses sont à découvrir, que vous n'avez pas forcément la solution. Tous ceux qui pensent avoir la solution, évidemment, ils ne sont pas en faveur de la concurrence. Ils veulent chercher à l'imposer. Et on voit que ça à longueur de journée sur nos chaînes de radio, de télé, dans les articles, les gens qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. Donc si vous êtes un peu plus humble, mais pas humble, je veux dire par
par caractère, humble par conviction intellectuelle, parce que c'est à cette humilité que vous a conduit la lecture de l'histoire et la lecture du monde contemporain, et peut-être même cet émerveillement quotidien où vous trouvez des entreprises qui font des choses qui... voilà. Et évidemment, donc, concurrence est attachée à cette idée de progrès. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix se battre pour que la concurrence, c'est-à-dire la liberté, prévale dans le domaine des politiques fiscales, comme dans les autres domaines, des politiques environnementales, peut-être on en parlera tout à l'heure. On a besoin de ces laboratoires, on a besoin d'apprendre. Voilà, j'étais un peu plus long que prévu, mais ça nous reste un peu de temps pour des questions, si vous voulez, ou pour des débats ou des remarques. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur votre transparence sur la convergence d'une baisse, d'un impôt minimal OCDE, Union européenne et États-Unis. À l'intérieur de l'Union européenne, vous savez évidemment que l'Irlande résiste farouchement à ces 12,5%, alors qu'on l'a aidé, enfin les autres pays l'ont aidé en 2008 quand leur déficit a atteint 30% du PIB, ce qui est quand même assez important, donc ils n'arriveront jamais à 15%, sinon Google et autres vont aller ailleurs. Et ça c'est à l'intérieur de l'Union européenne. En dehors de l'Union européenne, cette marche vers les 15% a été, de mémoire, du côté américain, initiée par l'administration Biden. Et si je me souviens bien, Trump est totalement opposé à ça. Parce qu'en fait, il n'arrête pas de baisser les impôts, puis il a monté la dette, il va tirer quelqu'un d'autre. Mais là, les 15%, je pense que c'est totalement abandonné du côté américain, en tout cas. Alors, une fois encore, je ne sais pas, mais globalement, les Américains, eux aussi, ils aiment bien quand les entreprises paient des taxes aux US plutôt que de les payer ailleurs, en Irlande, ou etc. Donc, ils ont, eux aussi, c'est ça qu'ils partagent. Eux aussi, ils aimeraient bien dans cette concurrence fiscale. Et alors, ils n'ont pas signé le BIPS 2, les deux piliers, mais ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'eux ont l'équivalent chez eux. Alors, je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. C'est une taxe minimale. Et donc, du coup, évidemment, ça affaiblit terriblement, d'autant qu'il ne faut pas les entreprises multinationales qu'on avait dans le collimateur avec ce BIPS 2, c'est entre autres les GAFAM, qui sont toutes américaines. Donc, si les Américains ne veulent pas rentrer dans ces accords au CDE. Mais personnellement, moi, je suis assez sceptique sur le succès. Pour ça que je disais tout à l'heure, attendons 2026 pour voir combien ils vont faire entrer d'argent au titre de cette taxe des multinationales. Alors, c'était plutôt l'administration précédente, démocrate, parce que de mémoire, quand ils ont fait il y a un an le One Big Beautiful Bill de Trump, ouais. Il a totalement enlevé ça et c'était des gros débats au Sénat il y a un peu longtemps. Et tout ça en plus sur... Alors, la concurrence fiscale, elle ne concerne pas que l'impôt sur le bénéfice des sociétés, mais quand même, ça vaut la peine de rappeler que pour la plupart des économistes, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, c'est probablement l'impôt le plus débile qui soit. Les économistes sont quand même tous en faveur de taxer les dividendes, enfin, taxer les revenus des personnes, taxer mieux encore peut-être au moment de la consommation. Enfin, l'approche quand même libérale, c'est que tant que l'argent est réinvesti dans la machine, dans la création d'emplois, dans la création de richesses, c'est idiot de le taxer. Taxez-le au moment où il sort en quelque sorte de l'appareil productif. Donc, j'allais dire tout ça pour ça, quoi. Hein, bon. Voilà. Oui. Une chose un peu vicieuse dans la concurrence telle qu'elle est vécue depuis la France, la concurrence entre les pays, la concurrence fiscale, c'est qu'elle doit être muette. C'est-à-dire que en droit fiscal, si on quitte son pays en disant je quitte pour des raisons fiscales, c'est de l'abus de droit. Et dans, par exemple, donc on doit dire je pars, moi actuellement, je ne suis pas du tout sûr de rester en France, enfin, donc je passe beaucoup de temps en Italie actuellement à voir les différentes possibilités d'atterrissage sur place. Et notre conseil fiscal nous dit surtout il faut avoir un vrai projet ou en inventer un. En Italie, pour pouvoir dire je ne pars pas que pour des raisons fiscales. Et ça, je pense que c'est un amoindrissement, on va dire, d'efficacité de la concurrence. En Suède, quand le patron d'IKEA a dit je pars,
ça a été une espèce de choc qui a réveillé le pays. En France, les industriels, moi je suis industriel, il y a un départ qui est discret, parce que personne ne va le dire, et on dit merde, si tu pars, si le fils se rend compte que tu pars pour des raisons fiscales, donc la loi de finances a été passée en 49.3 hier, sur la taxe holding, il y a une disposition qui dit que si par exemple on part, déménage notre holding, etc., on a encore des enfants en France, on a des étrangers en France, mais notre fille en France paierait des impôts, paierait sa proportion de taxe holding, seulement si ses parents sont partis pour des raisons fiscales. Donc c'est ancré dans le droit français que si on part pour des raisons de concurrence, on est taxé, alors que si on invente quelque chose en disant je ne pars pas pour la concurrence fiscale, je pars parce que j'ai un coup de cœur pour telle ville, etc., on n'est pas taxé. Et c'est très vicieux parce que l'effet bénéfique de la concurrence qui fait dire là on déconne, ça va pas, etc., il est totalement encaissé, amoindri dans ses effets parce que tout le monde se planque. Parce que c'est écrit noir sur blanc, si on dit pourquoi on part, on paye. Et donc nous on doit inventer, j'ai aucune envie de partir, mais si on n'a pas le choix, on n'aura pas le choix. Mais c'est assez vicieux. Et moi j'étais avant à Lille, j'étais le seul chef d'entreprise habitant en France parmi mes congénères dans les groupes de formation, etc. Et tout le monde dit non, je suis pas parti pour raison fiscale. Et en fait, et donc ils avaient tous un discours super pour la France. On me disait merde, c'est le contraire. Enfin, il vaut mieux rester parler. Et en fait, qui est dupe. Voilà. Qui est dupe, je veux dire. Quand les joueurs de tennis, à chaque fois, on leur pose la question, ils disent non, moi c'est parce que j'adore les montagnes suisses. Mais enfin, en l'occurrence, on sait bien et les footballeurs, on sait bien que c'est pas les montagnes suisses. Non, mais c'est vrai, qui les attirent. Seulement, pas seulement. Et le discours des chefs d'entreprise qui s'impose même quand ils sont à l'étranger. Moi, je me moquais de mes amis qui les appellent à investir en France depuis la Californie ou depuis la Belgique. Il y a une espèce de discours politique des chefs d'entreprise qui est très, en fait, on va dire, qui cache. Il y a un vrai sujet et je pense qu'on perd beaucoup, parce que par crainte d'être dressé, on perd beaucoup dans l'efficacité de cette concurrence. Mais bien sûr, c'est vrai. Non, mais bien sûr, mais vous avez personne raison. n'est totalement dupe. Vous avez raison, mais voilà, les gens. Non, mais c'est vrai. Non, mais le risque, c'est que, il va se produire ce qui se passe dans la grève de Ayn Rand, c'est-à-dire que tous les autres vont croire qu'ils ont raison, ils continuent de faire des grèves, Exactement. de se syndiquer contre les salopards de patrons qui s'en vont, qui disparaissent, etc. Et en fait, le paradis, vous en créez un autre ailleurs, mais tous les autres qui n'ont pas ce choix financier ou culturel. J'espère ne pas avoir à partir, mais bien sûr. Il faut partir sans bruit, à pas feutrer. Alors ce serait bien plus efficace pour le pays, comme le patron de d'IKEA qui dit je me barre. Et voilà pourquoi. Et là, il y a une espèce de réveil dans le pays. Mais ceux qui en pâtiront, c'est pas vous, c'est ceux qui restent en fait. Ça serait intéressant, mais ça serait dur à chiffrer dans en fait ce climat, on va dire, de répression fiscale qui accroît le coût de l'exit, quoi. Puisqu'on dit si je pars comme ça avec les mauvaises justifications, ils vont me tomber dessus. Ça serait intéressant. C'est dans la loi, c'est la première fois qu'on voit écrit. Ça serait. On n'a même pas le droit. Je pense qu'il n'y a pas le droit à la radio. Mais du coup, ça peut être intéressant parce que il va peut-être y avoir. Ça a du bon des fois de mettre les choses dans la loi parce qu'il va peut-être y avoir du coup des contentieux et donc on va peut-être pouvoir se prononcer sur l'aspect constitutionnel d'une telle mesure parce que j'ai le droit d'aller à l'étranger mais pas si c'est pour des raisons fiscales. Je sais voilà, l'exit tax c'est ce à quoi je faisais référence rapidement sur mais ça c'est Ingmar Kamprad, le patron d'IKEA, là, il est aussi parti parce qu'on avait découvert qu'il avait une carte nazie en Suède pendant la guerre, et donc il a immédiatement fait hériter ses enfants d'IKEA, il est allé s'enterrer dans le Tessin pour qu'on ne parle plus de lui. Quoi. Non, c'est pas. C'était nazi, bien sûr. Je veux dire, il a disparu des radars. Un autre thème intéressant, après c'est monopolisé. C'est on a écrit un bouquin qu'on écoute qui s'appelle Patron, tenez bon, tout un programme, où justement c'est notre expérience de chef d'entreprise achetant des sociétés en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en dehors d'Europe. Et on s'est rendu compte de la part de notre environnement qui est en monopole en France, qui est absolument considérable et qu'on ne mesure pas quand on y est. Et juste un exemple, le syndicalisme français, donc on est en monopole du début à la fin, et là c'est par rapport à la concurrence institutionnelle. Seuls se présentent aux élections ceux qui sont syndiqués, la Sécu est paritaire et en monopole, et surtout les conventions collectives, ça c'est très vicieux, c'est-à-dire que les conventions collectives en France sont en monopole, c'est-à-dire que les syndicats
décident une convention collective, ils votent entre eux, donc je me suis battu avec eux, il y avait des trucs aberrants, on me dit ouais mais il faut bien qu'on ait des bonnes relations avec les CGT, donc je m'en fous. Tant mieux, non mais tant mieux si on a des bonnes relations, bien sûr, mais ça ne doit pas être la seule règle. Alors qu'en Allemagne, il y a des conventions collectives qui sont optionnelles. C'est-à-dire que quand la métallurgie signe une convention collective, si cette convention n'est pas gagnant-gagnant, pour prendre un terme un peu stupide, mais comme ça, bah, les salariés n'ont plus bosser là parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions, les employeurs se barrent. Et moi en Allemagne, j'ai fait le choix, je ne me suis pas inscrit à la convention collective de métallurgie, qui était mon secteur. Et donc, il y a sans arrêt le monde syndical allemand, qui est un monde assez fort et respecté. C'est un monde qui, à tous les étages, est en concurrence avec le non-syndicalisme. Dans les entreprises, dans les conventions, et il y a, je crois, 150 caisses de sécu. Voilà. Moi, en France, j'ai fait un procès à la sécu, je me suis battu, etc. En Allemagne, qu'est-ce qui me fait chier pardon, excusez-moi, enfin, en tant qu'entrepreneur, où il y a un problème de coût, un problème de... Là, c'était des faux, la sécu faisait des faux, enfin bon, c'est un truc invraisemblable. Mais cette concurrence institutionnelle, en fait, est sans doute plus forte chez nos pays voisins. Et c'est ancré en Allemagne l'idée d'avoir un syndicat qui imposerait sa convention collective, hurlerait les Allemands. Il y a toujours possibilité, j'en suis ou j'en suis pas. Et je pense que c'est une des clés de la désindustrialisation française, c'est le poids de ces monopoles qu'on ne perçoit pas. Non, mais c'est tout à fait, mais on pourrait prolonger, hein, en vous écoutant, je pense aussi à un tout autre domaine, mais l'éducation. Et là, si vous lisez le beau bouquin là, que vient de... Lisanne a fait un compte-rendu de Philippe Nemo là, sur l'histoire de l'éducation nationale, c'est intéressant parce qu'il raconte, il y a eu plusieurs fenêtres où on aurait pu... voilà, partir avec une certaine concurrence au niveau des universités, etc. Et à chaque fois, et puis surtout à partir de... Voilà, c'est ce qu'il appelle voilà, la deuxième gauche, en quelque sorte, il va y avoir cette idée de monopole, et puis de monopole idéologique aussi, quoi. Et avec une force... mais on pourrait... La concurrence aussi en matière de fiscalité locale, en matière de... Enfin, voilà, je crois qu'à tous les domaines, c'est... il faut fuir le monopole au sens missiel du terme, le privilège, qui fait que le monopole des grades, le monopole des syndicats, les syndicats représentent, tout ça, ça nous fait... Ça coûte très cher. Beaucoup plus cher que les Un monopole de fait n'est pas un monopole, de toute façon. Un monopole de fait n'est pas... Et on va tous... vous avez le monopole de votre visage, des choses comme ça, et ça, c'est pas... C'est ce monopole d'une certaine façon, voilà, ça n'a pas de sens. Si c'est pas une obligation, une interdiction. C'est ce que dit Millet. Ils prennent l'exemple là dans l'article que je citais. Un petit cours d'économie, c'était intéressant. Quand vous lisez le papier de Millet, vous avez vraiment l'impression de sortir d'un cours d'économie autrichienne, quoi. Et il dit voilà, le monopole, vous êtes le premier à sortir quelque chose, vous êtes seul. Et alors, c'est pas grave. Tant qu'il y a liberté, il y en a vite qui vont arriver à venir vous ronger vos marges. Et donc, il n'y a pas de souci. Par contre, le monopole d'une réglementation ou d'une autorité, ça peut faire mal. Eh bien, écoutez, on va peut-être s'arrêter ici, puisque je vois que François-Xavier est là. On va faire une petite pause pour qu'il soit en pleine forme pour pouvoir profiter de ton intervention. Donc, il nous reste encore quelques croissants, du café. On fait une pause jusqu'à 11h15. Et à 11h15, on écoutera François-Xavier.